Et puis c'est un milieu coupe-gorge en vérité. Hein. Ouais, c'est C'est un impitoyable. milieu coupe-gorge, le milieu de la musique, c'est impitoyable. Tu sais jamais sur qui tu vas tomber en fait. Tu sais, le pire c'est quoi? C'est que même dans le milieu de la musique, les gens qui lèvent les bras au ciel vers toi peuvent t'insulter demain sans raison. C'est-à-dire, c'est Oui. selon leur humeur, selon ce qu'ils ont mis dans leur corps, selon s'ils se droguent, s'ils boivent de l'alcool ou selon avec qui ils parlent. Ils peuvent se Mm, réveiller demain et tout ce qu'ils ont fait avec toi par plaisir, avec joie, ils vont commencer à dire qu'ils ont été exploités, mm. même quand ils sont payés. C'est-à-dire, les gens sont capables de tu peux même leur donner exactement le calendrier de ce que tu vas faire sur les 5 ans et leur dire, écoute, dans exactement 2 ans, c'est ton tour. Euh, et puis ils t'ont demandé peut-être, tu les connais depuis 10 ans, mais ils t'ont demandé à bosser avec toi peut-être juste il y a 6 mois. Et tu leur dis, ok, écoute, le calendrier fait on peut commencer dans 2 ans. Après, ils vont commencer à parler aux gens, ouais, ça fait 12 ans que j'attends. Ça fait 12 ans qu'il me fait galérer. Et toi, t'es là, tu fais, gars, tu vois, Yo, le monde de la musique, c'est spécial. C'est spécial. en fait, moi, j'ai ma théorie. En fait, le truc, c'est que il y a un truc. Pour rester aussi longtemps dans un business, il n'y a pas de secret, en fait. Il n'y a pas de hasard. Tu as vu même, tu es là depuis 15 ans, 20 ans avant moi. Tu as dû voir des gens défiler, défiler, défiler. Et il y en a plein qui sont morts. Il y en a très peu qui sont encore là, en fait. Je crois que Mhm. dans ta génération, là, qui sont là, qui font de l'oseille, qui sont toujours là, je pense que ça peut se compter sur les doigts de deux mains. Là, je suis même gentil, les deux mains. Je suis même gentil en disant deux mains. Je pense qu'une main suffit. C'est pour pas manquer de respect aux autres, je dis deux mains. Tu vois. Mais c'est c'est difficile en fait. En fait, et le truc c'est que les gens, tu as dit un truc au début, les gens comprennent pas les sacrifices, ils comprennent Ouais. pas tout ça. Moi, j'ai quitté mon pays, frère, pour venir en Ouais. France. Tu sais Mhm. pas ce que j'ai connu. Donc, viens pas me juger juste sur mon apparence, sur des trucs, ou sur ce qu'on t'a dit que tu me connais Mais pas. tu as une apparence de petit garçon parfait. Tu as une apparence de, 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 de jeune intellectuel. Tu as une apparence de comptable, Yeah, de oui, banquier. des nerds. Mais j'assume, hein, Un nerd. c'est mon apparence, frère, c'est comme ça. Et faut pas juger les gens, tu vois. Tu Mhm. sais pas que j'ai galéré des mois et des mois, des années en travaillant. Mais j'ai commencé à 5 ans, je t'ai dit. Donc, de 5 ans jusqu'à 20 ans, j'étais déjà là. Je galérais déjà. J'ai fait du mixage, des trucs. J'ai cherché plein de choses, tu vois. Puis j'ai jamais lâché, par contre. Parce que j'ai toujours su. Par contre, quand je suis arrivé en France, j'ai dit à ma mère, Mhm. comme elle n'y croyait pas et tout, je dis par contre, à un moment donné, ma musique va passer à la radio et tu verras. Sur les Mhm. grosses radios en France. C'était ça mon but. Ah Step ouais. number one, le gros step. C'était ça, de passer à la radio et vendre des albums et tout. J'ai dit, Et tu maintenant, tu verras. as des disques de platine. Ouais, un moment, je suis avec les grosses maisons de disques et tout, je serai dans le vrai circuit. Mon but numéro un, il était là depuis avant d'arriver en France, c'était ça mon but, frère. Parce que j'ai vu que Francky l'avait fait. Mhm. Moi, je peux pas le faire. Je suis Ça peut-être moins s'appelle bon être que Francky. inspiré. Francky est forcément plus fort que moi, mais il y a forcément de la place pour moi aussi si je me tape. Si je me bagarre un Si peu, tu si je travailles dur. travaille un peu mieux. Charlène En dit, tout cas, quand j'ai j'ai dit que je essayé. voulais être auteur-compositeur, mes frères ont convoqué réunion de famille. Qu'est-ce qu'il fait le Les petit tarbois. Edouard? Papa, qu'est-ce qu'il fait le petit Edouard là? C'est Charlène qui dit ça. Moi, non, moi, on m'a dit direct. Non, non, non. Moi, on m'a dit non. Hein. On m'a dit, Ah, c'est chaud. nous, on n'est pas sorti de la pauvreté. On n'est pas sorti de la pauvreté pour t'amener jusqu'en France, te payer des études à 10 000 euros l'année pour que t'ailles faire du rap. Hein. Non, non, non. Grave. C'est un hobby. C'est un hobby, c'est tout. Vous Et comprenez aujourd'hui, pas, vous comprenez pas. C'est un hobby. D'accord. Université, 17 ans. Hein. Bac à 17 ans. oui, Université. Et d'une certaine façon, on s'en rend jamais compte, mais le fait que ma mère m'ait mis en gestion et économie d'entreprise, en vérité, c'est ça qui a créé cette façon de penser la musique. je pense. Parce que je ne m'en rends pas compte comme ça,
mais la première chose que j'ai appris, c'est la théorie de l'offre et de la demande, la théorie de la masse monétaire. Toutes ces choses-là font que, même si tu ne te rappelles plus des leçons, quand tu vois des émissions sur l'économie, tu comprends ce qu'ils disent. Parce que ton cerveau a été a emmagasiné ces informations plus jeune. Et quand tu apprends à calculer mentalement et pas avec des calculatrices, et que quand tu prends l'offre et la demande, par exemple, en parlant de produits, de prix, et on te donne des formules comme MV égale PT, toutes ces choses-là, tu ne penses pas que ça sert à quelque chose. Et puis, au moment où tu as des CD, qui sont des produits, les prix, des clients qui sont les fans, les acheteurs, d'un seul coup, toi, tu ne le vois pas du tout comme les autres artistes. Tu vois, et la plupart des autres artistes, ils le voient comme une espoir, je suis célèbre, etc. Mais toi, tu te rends très vite compte que non, il y a une histoire d'offre, une histoire de demande. Et même quand tu vends tes shows, tu fais un choix. Est-ce que tu veux inonder le marché? Ça, c'est des trucs qu'on a appris en économie. Quand Guylaine et moi, on s'est dit, écoute, t'es numéro 1 du game. En 98, elle me dit, Keisha, t'es numéro 1 du game. On a deux solutions. Soit on met ton prix à 10 000 € le show. Et bon, on fera des shows peut-être une fois tous les 3 mois dans les grosses salles, chez ceux qui peuvent. Soit on met le show à 2 000 € ou 1 500 € et on inonde le marché. Et même de temps en temps, on fait un petit 4 heures du matin dans des toutes petites boîtes. Et ces gens-là, ils vont te remercier, ils vont te soutenir toute ta vie parce que tu as accepté, en étant numéro 1, de venir dans leur boîte. Et allez, on fait ça, on vend ça à 1 000 €, 800 pour toi, 200 pour moi. Toutes les petites discothèques, on les fait à 1 500. Et puis, on essaie de faire un peu plus gros. Et puis, en Afrique, on vend ça à 3 000, 4 000. Et puis, dans des pays où on ne te connaît pas, on part même gratuit. Brésil, etc., etc. Et puis, on installe ton nom dans le monde entier. Et ça, c'est la stratégie qu'on a en 98 parce que moi, je suis bloqué des radios. Dès 98, il n'y a aucune radio qui veut jouer ma musique parce que je rappe en anglais. Et que je refuse de chanter en français à l'époque. Et donc, je dis, OK, pas de problème. Et on commence à faire un truc complètement international. Mais qu'est-ce qu'on applique? On applique des règles d'économie, en fait. On dit, vas-y, on va inonder le marché et on va faire des trucs de jachère, c'est-à-dire, on fait par exemple 50 shows au Portugal en 2003, mais en 2004, on fait aucun show. On n'accepte aucun show pour recréer la demande, pour recréer l'envie. Donc pendant qu'on fait aucun show au Portugal, on fait toute la France. Une fois qu'on a fini de faire toute la France, l'année d'après, on fait que les États-Unis. Et quand les gens au Portugal ils disent « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» On balance un nouvel album et on recommence tout ça. Puis après, on va faire toute l'Afrique maintenant et ainsi de suite. Et tout ça, ce sont des techniques économiques que malheureusement beaucoup d'artistes qui n'ont pas l'éducation, qui même quand ils ont l'occasion après de s'éduquer, préfèrent aller en boîte, s'amuser, faire toutes les conneries possibles. Alors que même après, je continuais à m'éduquer sur l'économie, sur les différentes stratégies. Et puis, je crois qu'il y a un vrai problème dans le monde artistique, c'est que les gens, ils pensent toujours qu'ils sont les premiers, en fait. Moi, paix à son âme, Jacob, la première fois que je me suis assis avec Uncle Jay et que il m'a dit, écoute, t'es frustré de quoi? Non, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il m'a dit, laisse-moi t'expliquer. Ce que nous, on a vécu avec Kassav. Tu dis ça là, ça me fait mal au cœur, gros. Ah, les gars. Quand il me racontait ces histoires, je me rendais compte, en fait, merde, j'ai rien fait dans ma vie. Parce que tu peux croire que tu es une superstar, hein. Mais quand les gens t'expliquent, eux, ce qu'ils ont fait, ils t'expliquent qu'il y a des Stevie Wonder qui viennent les voir. Il y a des Michel Gabriel, comment ça s'appelle? Non. Peter Gabriel. Nile Rodgers, Peter Gabriel, ils viennent les voir. Qu'il y a les Sony qui veulent, etc., etc. Et là, tu te rends compte que bah, t'as rien fait, en fait. C'est-à-dire, ouf. Et tu es en train de faire tes premiers pas, mais bizarrement, tu penses déjà que t'es arrivé. Alors qu'en fait, le premier album, le premier tube, c'est rien, en fait.
Le Non. premier tube, c'est de la merde. C'est pas une carrière, un tube. N'importe qui peut faire un tube parce que c'est une question de bon Timing. moment, de timing, de la bonne chanson, au bon moment, les bons fans qui vont kiffer, le bon DJ qui vont commencer à la jouer, les radios à l'époque, etc., Spotify aujourd'hui. Et il y a tellement de choses que tu contrôles pas qui font que quand ton tube arrive, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais après? Comment tu survis au tube? Parce qu'une fois que tu as fait un tube, c'est pas comme avant d'avoir fait un tube. Avant d'avoir fait un tube, tu es dans l'underground, en train de gratter. Tu grattes, mais tu es dans le dark. Personne ne sait qui tu es et tout le monde s'en fout de qui tu es. Donc tu peux tester les trucs. Il n'y a pas de pression. Une fois que tu as fait un tube, les gens disent faut faire encore. La même Et chose, là, hein. N'oublie la même chose, hein. Le même, hein. le même, hein, faut faire le même, machin. Et toi, tu dis non, ça, ben non, j'ai déjà fait. Mais moi, quand j'ai fait Bounce Baby, on m'a amené tous les samples de la terre. tous les gens qui étaient signés chez Sony, ils disent voilà, prends le mien, moi aussi, je veux toucher 250 000 euros de droits d'auteur. Tout le monde voulait que je les sample. Et moi, c'était une erreur. C'était une erreur basée sur l'émotionnel. Mais j'aurais dû effectivement prendre un Nick et Jean-Claude ou un truc comme ça et continuer la même chose parce qu'effectivement, tu dois d'abord prendre le temps d'installer ta marque. Mhm. Mais attends, moi j'ai vu un artiste ici, il y a 6 ans je crois. Le gars, il a le son de l'année. Mais le son de l'année au Portugal. Il avait fait un morceau, oh là 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 là. Personne ne pouvait résister au son. Un tube. Et donc, bon, nous on connaissait pas le mec. C'était vraiment un gars, il est sorti de nulle part. Donc un jour, je suis en soirée, il y a moi. C'était la table des tauliers. Il y avait moi, il y avait Elisio, il y avait Nelson Freitas, Big Nello, Sequad Pedro et encore un autre artiste, je crois, Yuri Dacunia. Enfin, on était vraiment... Il y avait tous les big boss de... Voilà, c'est que les big boss de la Kizomba. Et on nous dit, ah tiens, il y a l'artiste du moment qui va chanter. Ah, nous on se dit top. Non seulement on va voir sur scène ce que ça donne, mais aussi, bah, c'est un bon moment pour le rencontrer et peut-être parler, faire des duos, etc. Mhm. Et moi, personnellement, si je suis l'artiste du moment et que j'ai un show et qu'on me dit, hey, dans l'assistance, il y a Teddy Riley, il y a Janet Jackson, il y a truc, il y a machin. Mais gars, à la seconde, déjà, je fais le meilleur show de ma life. Mais dès que j'ai fini mon show, je vais voir les gens. Je vais dire, ah, les gars, tu sais, c'est pas de la lèche, c'est juste Non, respect de la des grands musique. frères. Respect des grands C'est de la frères. J'ai grandi en écoutant votre musique, nanana. Et là, les gens vont te dire, prends notre numéro. Prends notre numéro, il faut qu'on fasse quelque chose. Et à ce moment-là, normalement, puisque tu as le tube de l'année, ce que tu dois faire, c'est profiter justement que tu as les gens qui te regardent pour faire un titre avec tous les gens qui sont à cette table. Tu dois te dire, bah, franchement, les gars, j'aimerais faire un titre avec vous. Là. Ok, bon. On le voit sur scène. Bon, sur scène, c'était pas encore ça. C'était vraiment ses premiers shows, tu vois. Donc, on regarde, on est là, on fait, ouais, non, il y a vraiment du potentiel. Le son, il est bien. Maintenant, il faut voir ce qu'il va faire après, nanana, tu vois. Et puis, et dès qu'il sort de scène, donc, il passe devant notre table pour aller à sa table. Donc, il s'est épongé, etc. Puis après, il sort de la scène, de derrière la scène, des backstage. Il doit passer à nos tables parce qu'il lui avait mis une table juste à côté de la nôtre avec ses potes. Et donc, il y a lui, son manager et le gars qui montait avec lui sur scène. Et ils sont passés devant notre table comme ça. Ils vous ont pas vu? Non, ils nous ont vus. Mais ils sont passés genre, c'est nous maintenant. Ouais, ouais. Ouais, les ancêtres. Ouais, ouais. C'est nous maintenant. Ils sont passés genre, tu sais, ils ont regardé, mais genre, mais ils sont tous, lui et tout son crew, ils sont passés genre, Classic tu sais, shit. j'ai rien dit, j'ai regardé Nelson, j'ai regardé les autres, et puis j'ai dit 6 mois. Et 6 mois après, il avait disparu.
Pourquoi? Tu Parce t'es dit, que il a fait ce seul son qu'il avait pendant 6 mois. Il a tourné grave. Il a mis son prix trop fort. Les gens acceptaient de payer parce qu'il avait vraiment le son du moment. Mais il n'a pas pris le temps d'aller au studio pour préparer des choses derrière. Et il avait qu'un seul son, donc il pouvait faire que des plateaux. Et finalement, au bout de 6 mois, quand la mode est passée, la mode de la chanson est passée, il n'avait rien à proposer derrière puisqu'il avait passé son temps à aller en boîte, chiller, boire des verres, faire le beau, et pas rester moi. Et c'est con parce que j'aurais été son producteur. Première chose que j'aurais fait, j'aurais dit, hey, tu vois là, la table là, il y a les patrons. On va aller voir les patrons. Et on va courber notre dos à la japonaise. Et on va dire mes respects. Vraiment, waouh, incroyable. Merci d'être venu. Et ensuite, on va leur dire, moi le manager, je vais dire, on peut faire une photo. Tu vas faire la photo. Tu vas faire un grand sourire. Tu vas leur dire que ce sont des légendes, que tu as grandi en écoutant leur musique, même si c'est pas vrai, c'est pas grave. Tu vas leur dire ça, même si bon c'est vrai. Tu vas leur dire waouh, incroyable, vous êtes tous là en même temps, machin. Tu fais la photo et après moi le manager ou le producteur, tu me laisses faire. Et moi je vais m'asseoir avec les gens et je vais leur dire écoute, le gars il a un vrai potentiel, les gars, ça vous dirait de faire un son avec? Et les gars ils vont dire oui parce que eux ils sont déjà dans la quarantaine, toi tu es dans la vingtaine. Donc, ils ont besoin de 100 frais. Et toi, tu as besoin de cosign. Donc, vous allez vous aider les uns les autres. Tu vas te faire inviter dans leurs albums. Ça va te faire des droits d'auteur. Et tu vas les inviter dans tes prochains singles. Et on va enregistrer là, maintenant, les 5 ou 6 prochains singles avec tous ces mecs-là. Ils sont 5 sur la table ou 6 sur la table. Ça fait 6 singles avec eux. Et pendant qu'on a le son de l'année, tous les week-ends, on va tourner. Mais de lundi jusqu'à jeudi, on est en studio, en train de cogner des sons. On appelle tous les producteurs en leur disant hey, vous voulez bosser avec le gars de l'année, le gars qui machin. Et là, c'est comme ça que tu crées une carrière. Tu passes d'un tube à une carrière. Mais quand tu vois cette opportunité, tu passes devant les gens comme si t'étais Jésus sur l'eau. On l'a tous regardé, genre. Ah ouais, ok. Tu sais, nous on a continué notre soirée, c'est pas grave. Mais ouais, mais il était jeune, il n'avait pas l'expérience. C'est ça ce qu'il faut pas oublier. Mais Il est mal entouré, mal conseillé. C'est ça le plus important. Parce que si tu étais bien entouré, et attends, tu sais, parfois tu passes devant les gens, c'est même pas que tu fais le beau, peut-être que tu as honte, peut-être que tu n'oses pas. T'as peur, ouais. Mais si tu es bien entouré, tu as des gens qui vont faire ce boulot pour toi. Tu as des gens qui vont venir, qui vont dire écoutez, est-ce que l'artiste peut venir, etc. Tu vois, mais c'est important. Moi, j'ai rencontré quand j'ai rencontré Michael Jackson, mais j'avais peur d'aller le voir. Mais bon, c'était Michael quoi. Donc à un moment, j'ai fait Can I il a fait yes. Hey, t'es là, machin, ça va, ouais, ça va. Après, tu rencontres Nelson Mandela. Tu vois, quand les Wu-Tang sont venus dans mon studio à New York en 99, je voulais pas qu'on fasse écouter mes instrus, j'avais trop honte. Mais les gars qui étaient avec moi, qui sont des gars que les Wu-Tang respectent, ont dit hey, on va vous faire écouter quelque chose. Ils ont mis mon DAT, ils ont commencé à jouer mes instrus. Et il y avait Ninth Wonder, il y avait Capadonna, ils ont commencé à faire damn, who the fuck is that? Ils m'ont tous montré du doigt. Ils ont fait c'est toi qui fais ça? Tu viens d'où? Brooklyn, machin. Non, il vient de Paris. Paris? What the fuck? Tu vois, mais moi, si ça avait été moi tout seul, j'aurais dû dire, oh, il y a les Wu-Tang. Je me serais caché au fond, dans le coin du canapé. Je serais rentré dans, puis je serais resté comme ça. Jamais je veux que ces gens écoutent mes instrus. Ils sont trop forts. J'ai trop honte qu'on écoute mes instrus de manant. Alors que là, c'est des dieux. Eh ben, c'est des gens qui étaient autour de moi, qui étaient des gens du game de New York qui ont dit yo, check it out. Ils ont joué mes sons, ils ont tous
What the hell? Damn! Et c'est comme ça qu'il y en a un des Killah Priest qui a dit ouais, je vais poser dans son album. Lourd. Tu vois? Mais c'est important d'avoir soit l'entourage et surtout l'attitude. Parce que faire un tube, c'est rien. Non, c'est sûr. En fait, c'est un bon élément déclencheur pour faire avancer les choses. Si tu es un malin fond. pour la suite. Mais il faut avoir la C'est vision. super important. Je dis ça souvent avec... j'ai formé un ami maintenant, avant c'était... Je l'ai formé tout, je lui disais ça souvent, mec. Il me disait ça encore il y a une semaine. Tout est une histoire de vision. Si t'as pas la vision, c'est mort. Ça va être compliqué. Je t'ai dit, la vision, je l'ai depuis le début. Je l'ai depuis Tivoli.